Le 16 août 2025, à 4 heures du matin, un convoi de 57 camions transportant des armes a été intercepté à la frontière sud du Burkina Faso. Cette saisie n'est pas seulement un coup de filet exceptionnel, mais un point tournant dans la lutte invisible menée par le pays. Si une telle opération a été stoppée à temps, d'autres peuvent avoir échappé au radar. Comment cet incident semble-t-il changer la dynamique de la guerre secrète qui se joue autour d'Ibrahim Traoré ? Pourquoi cet événement pourrait-il transformer la perception de la sécurité dans la région ? L'interception du 16 août 2025 a bouleversé le Burkina Faso. Non seulement cet événement dévoile des failles dans le système de sécurité, mais il met également en lumière les tensions croissantes dans le Sahel. Ibrahim Traoré, au cœur de ce système, doit maintenant naviguer entre pression intérieure et défis extérieurs. Alors que les frontières du pays sont constamment menacées, une question essentielle se pose. Comment l'État peut-il maintenir son autorité et sa souveraineté face à des forces invisibles mais puissantes ? Cette saisie n'est pas simplement un fait militaire isolé, mais un révélateur de la guerre asymétrique qui se joue dans l'ombre. Les répercussions de cet incident peuvent être profondes, non seulement pour la stabilité du gouvernement en place, mais aussi pour l'équilibre de la région entière. L'enjeu est d'une ampleur considérable. Il s'agit de préserver l'intégrité d'un pays fragile tout en jonglant avec les forces politiques et militaires en jeu. Ibrahim Traoré, loin d'être une figure héroïque, se trouve être au centre d'un jeu de pouvoir beaucoup plus complexe. Cette crise met en lumière la fragilité du Burkina Faso, tout en soulignant la nécessité d'une stratégie plus proactive et d'une vigilance accrue. Le 16 août 2025, l'interception de 57 camions chargés d'armement a immédiatement changé la donne pour le Burkina Faso. Ce n'était pas un simple incident, c'était un signal clair que les menaces à la sécurité du pays avaient atteint un nouveau seuil. Chaque camion contenait suffisamment de munitions pour équiper une armée entière et l'ampleur de l'opération ne pouvait être ignorée. Ce n'était pas un trafic ordinaire, c'était un convoi stratégiquement conçu avec une logistique et une organisation impressionnante, destinée à contourner les contrôles de sécurité en place. Les autorités burkinabées ont réagi rapidement, mais l'interception n'a fait qu'exposer un problème plus vaste. Les flux illicites traverse les frontières du plébiscite du pays depuis des années. Toutefois, cette saisie particulière avait un caractère unique. Elle a été rendue possible par une série de détails minutieux, un itinéraire testé et une préparation évidente. Les analyses balistiques ont montré que les armes provenaient de différentes zones de conflit, signalant une organisation sophistiquée qui ne dépendait pas d'un seul fournisseur. Au contraire, l'opération visait à créer un réseau de résilience capable de continuer à fonctionner, même si une partie de l'approvisionnement était interrompue. Ibrahim Traoré, en tant que chef de l'État, a rapidement compris que l'incident du 16 août n'était pas un événement isolé, mais un indicateur des vulnérabilités profondes du système de sécurité. Ce n'était pas seulement une question de lutter contre un convoi, mais de comprendre la structure qui permettait à ces flux illicites de prospérer. À partir de là, la question centrale est devenue combien d'autres camions sont passés avant, invisibles aux yeux des autorités. Cet événement a changé la perspective du gouvernement sur la sécurité nationale et a mis en évidence le besoin urgent de renforcer les capacités de renseignement et de contrôle aux frontières. Il est désormais impératif de décomposer la menace en éléments plus simples et compréhensibles pour mieux y répondre. L'interception des 57 camions du 16 août 2025 a été l'œuvre d'un acteur inattendu, le capitaine Moussa Kaboré. Ce matin-là, sur une route déserte, il a repéré un convoi qui semblait trop lent pour être innocent. Alors qu'il n'avait aucune certitude sur la nature du chargement, son intuition l'a poussé à ordonner l'arrêt du convoi. Ce geste, bien que risqué, a été un tournant décisif. Il a déclenché une chaîne de réactions qui ont permis de saisir les camions avant qu'ils n'atteignent leur destination. Ce n'est pas simplement une victoire militaire, mais une démonstration de la capacité de l'État burkinabé à réagir rapidement et efficacement face à une menace immédiate. L'impact a été immédiat. Une fois l'alerte donnée, les centres de commandement se sont activés
et les autres corridors ont été verrouillés en quelques minutes. L'État a réussi à empêcher une escalade potentielle, mais cette réussite a révélé la fragilité du système en place. Pour Ibrahim Traoré, l'incident a agi comme un miroir, mettant en lumière la vulnérabilité des structures de sécurité, mais aussi l'importance de l'intuition et de la réactivité sur le terrain. Le geste du capitaine Kaboré, bien qu'individuel, a révélé que la prise de décision rapide pouvait être un outil puissant dans la lutte contre les menaces asymétriques. Cependant, il n'a pas suffi à effacer les failles systémiques qui ont permis à ces menaces de prospérer en premier lieu. Cet événement a également fait émerger une prise de conscience parmi les citoyens et les forces de l'ordre. La vigilance locale et la coordination centralisée sont des leviers cruciaux pour maintenir la stabilité et éviter les crises futures. L'événement du 16 août 2025 a commencé comme une simple alerte, mais il a rapidement évolué en une crise de grande envergure. Dès la confirmation de l'interception des 57 camions, les forces burkinabées ont agi avec une efficacité redoutable. En quelques heures, l'armée, la police et les services de renseignement ont été mobilisés, coordonnés et ont travaillé main dans la main pour verrouiller les points stratégiques du pays. La réponse des autorités a été rapide, mais ce qui a frappé, c'est la fluidité de la communication et la synchronisation des actions à l'échelle nationale. En quelques heures, la situation est passée de l'incertitude à un contrôle total, un modèle de gestion de crise. Cependant, la saisie des camions n'a pas été la fin du problème, mais le début d'une analyse plus profonde. Les premières découvertes ont été alarmantes. Le convoi n'était pas une opération isolée. Les analyses balistiques et logistiques ont révélé que les armes provenaient de plusieurs zones de conflit, dispersées à travers le Sahel et au-delà. Les experts ont rapidement compris que ce réseau n'était pas seulement une menace ponctuelle, mais un maillon d'un système plus vaste et plus structuré. La question s'est alors posée. Combien d'autres camions similaires avaient réussi à franchir les frontières dans le passé ? Dans les jours qui ont suivi, l'impact s'est rapidement étendu au-delà des cercles de pouvoir. Les informations sur la saisie des armes ont commencé à circuler dans les médias, créant un mélange d'inquiétude et de fierté chez les citoyens. Pour une population habituée à entendre des nouvelles de pertes et de recul, cette victoire a agi comme un message puissant. L'État peut encore contrôler la situation. Cependant, cette prise de conscience a aussi souligné une réalité inquiétante. Le réseau de trafic était bien plus sophistiqué que prévu. Les analyses sur le terrain ont révélé des informations inquiétantes sur l'organisation logistique du trafic. Les camions avaient été acheminés à travers des itinéraires soigneusement étudiés, des corridors souvent négligés par les autorités, qui semblaient avoir été utilisés plusieurs fois sans être détectés. Cela a révélé que la corruption et les failles dans le système de surveillance avaient permis à ce trafic de prospérer pendant des années. Mais au-delà de cela, l'événement a également mis en lumière une autre réalité, la guerre invisible, menée dans l'ombre du Sahel, où des réseaux de trafic d'armement et de ressources étaient capables de contourner les frontières et de déstabiliser un pays entier. À ce moment-là, Ibrahim Traoré et ses conseillers ont compris que l'incident du 16 août marquait un tournant. Si l'interception des camions avait permis d'éviter un cataclysme immédiat, elle avait aussi ouvert une nouvelle phase dans la guerre contre l'instabilité régionale. L'État burkinabé devait maintenant faire face à la question de la durabilité de sa sécurité. L'un des défis majeurs qui se posait était celui de la gestion des corridors transfrontaliers et de la lutte contre un réseau qui ne cessait de se renforcer et de se structurer. L'intervention du gouvernement burkinabé a également révélé les limites de la coopération internationale dans la gestion de cette crise. Si les autorités burkinabées ont pu compter sur des ressources locales et une réponse rapide de leurs propres forces, les réseaux impliqués dans le trafic d'armement étaient bien plus vastes et bien connectés à des acteurs extérieurs. La communauté internationale, bien que consciente du danger, s'est retrouvée dans une position difficile, partagée entre la nécessité de soutenir les efforts de lutte contre le terrorisme et les défis diplomatiques liés à l'implication d'acteurs étrangers. Au fur et à mesure des jours, le pays a dû adapter ses stratégies, non seulement pour sécuriser ses frontières, mais aussi pour répondre aux questions pressantes des citoyens et des partenaires internationaux. L'État burkinabé
s'est retrouvé dans une position où il devait jongler entre la gestion de crise immédiate et la mise en place d'une stratégie plus durable pour prévenir de futurs incidents de ce type. Le tout dans un contexte régional de plus en plus volatile. L'interception des 57 camions le 16 août 2025 a été un coup de maître, mais les implications de cet événement ne se sont pas limitées à la seule saisie d'armement. Les preuves recueillies ont révélé une réalité bien plus inquiétante. Les premières analyses balistiques ont montré que ces armes étaient issues de plusieurs zones de conflit. En analysant les numéros de série et les marquages, les enquêteurs ont pu retracer les origines de l'armement jusqu'à des pays comme la Libye, l'Irak et la Syrie, des zones notoirement instables. Ces armes provenaient d'un réseau complexe de fournisseurs, non d'un seul pays ou d'un seul fournisseur. Cela a révélé une organisation tentaculaire avec une capacité à se réapprovisionner de manière continue, même en cas d'interruption de certaines sources. Les enquêteurs ont estimé que ces armes auraient pu équiper plus de 40 000 combattants, transformant ce convoi en une menace immédiate pour la sécurité nationale. Ce chiffre ne faisait pas seulement référence au nombre de combattants potentiels, mais aussi à la capacité d'une force bien armée à déstabiliser rapidement l'ensemble du territoire national. Si ce convoi avait réussi à franchir la frontière, l'impact aurait été catastrophique. La saisie a donc permis de limiter une crise potentiellement cataclysmique, mais elle a également mis en lumière la vulnérabilité de l'État face à des forces externes et internes de plus en plus coordonnées. Le montant des fonds nécessaires pour soutenir cette opération logistique a été également un indicateur alarmant. Selon les rapports financiers des enquêteurs, plus d'1 milliard de dollars étaient impliqués dans ce réseau, répartis sur plusieurs comptes dans différentes juridictions internationales. Ce chiffre a permis de comprendre que ce n'était pas une simple opération de trafic, mais une organisation criminelle structurée, avec une capacité à se financer de manière sophistiquée en utilisant des méthodes de fractionnement de paiement pour éviter les alertes bancaires. L'ampleur de ces transactions a révélé un système complexe, difficile à démanteler, mais aussi un réseau financier qui s'étendait au-delà des frontières du Burkina Faso. Le système était résilient et capable de se redéployer rapidement, même après un revers. C'était la véritable force de ce réseau, sa capacité à fonctionner de manière décentralisée avec une multiplicité de relais financiers et logistiques. Cette résilience a été un élément clé de la compréhension de l'ampleur de la menace. Si un convoi pouvait être arrêté, combien d'autres étaient encore en mouvement, invisibles aux autorités? Les preuves quantifiables recueillies lors de cette saisie ont permis aux autorités burkinabées de passer d'une compréhension générale de la situation à une analyse plus fine. L'interception des camions n'était plus simplement un incident isolé, mais un révélateur de la présence d'un réseau bien plus vaste, interconnecté et capable de reproduire ses actions de manière autonome. L'État burkinabé devait maintenant repenser ses stratégies de défense et ses protocoles de sécurité en tenant compte de cette nouvelle réalité. L'impact de ces révélations a été immédiat, avec des experts et des analystes internationaux qui ont rapidement commencé à revoir leur perception de la stabilité régionale. Ce n'était plus seulement une question de Burkina Faso, mais bien une question de sécurité pour l'ensemble de la région du Sahel. La crise burkinabé devenait alors un point d'ancrage pour une réflexion plus large sur la sécurité et la coopération régionale, bien au-delà des frontières nationales. L'interception du 16 août a suscité deux réactions principales parmi les analystes et experts régionaux. La première théorie, soutenue par certains services de renseignement et par une partie de la communauté internationale, est que cette opération n'était pas une simple tentative de trafic d'armes, mais bien le fruit d'une ingérence extérieure structurée et soutenue par des acteurs internationaux. Les éléments en faveur de cette théorie sont multiples. Les itinéraires empruntés par les camions étaient soigneusement testés et adaptés pour éviter les points de contrôle, une stratégie qui laisse penser qu'il s'agissait d'une opération planifiée de longue date, bien au-delà des frontières burkinabées. De plus, la diversité des sources d'approvisionnement des armes, en provenance de la Libye, de l'Irak et de la Syrie, ainsi que les routes de financement complexes, fragmentées à travers plusieurs juridictions internationales, confirment l'existence d'un réseau logistique
qui dépasse largement le cadre national. Cette lecture soutient l'idée d'une volonté politique de déstabilisation, motivée par des acteurs extérieurs à la région du Sahel, cherchant à exploiter la vulnérabilité du Burkina Faso et du Sahel en général. En revanche, une seconde thèse, soutenue par des analystes plus sceptiques, privilégie l'hypothèse selon laquelle l'attaque visait avant tout à exploiter les failles internes du système burkinabé. Il souligne que, même si des éléments extérieurs ont pu contribuer à l'opération, la principale faiblesse réside dans l'inefficacité des contrôles internes, notamment les manquements dans la surveillance des frontières et les corruptions potentielles au sein des autorités locales. Ces analystes estiment que la réussite de l'opération dépendait en grande partie de complicité interne et de défaillances structurelles au sein même de l'État burkinabé. Le fait que ces camions aient réussi à franchir des contrôles de sécurité sur plusieurs étapes laisse penser à un système logistique qui n'a pas été entravé par des failles administratives, mais renforcé par elles. Pour comprendre pleinement la crise, il est essentiel d'adopter une approche intégrée qui reconnaît la réalité de l'ingérence extérieure tout en prenant en compte les vulnérabilités internes du Burkina Faso. Il ne s'agit pas d'exclure l'une ou l'autre théorie, mais plutôt de les considérer comme complémentaires. Ce n'est pas une question de chercher à pointer du doigt un seul responsable, mais de comprendre comment ces deux forces ont convergé pour créer une crise d'une telle ampleur. Les acteurs extérieurs ont effectivement joué un rôle clé en soutenant et en structurant l'opération, mais sans les failles internes, le succès de cette dernière aurait été bien plus difficile à atteindre. En combinant ces deux perspectives, Ibrahim Traoré et son gouvernement pourront élaborer une réponse plus complète et plus stratégique. Une réaction qui ne se limite pas à l'analyse des menaces externes, mais qui inclut également une remise en question sérieuse de la gouvernance interne et des mécanismes de sécurité nationaux. Cela permettra au Burkina Faso non seulement de protéger ses frontières, mais aussi de renforcer ses institutions contre les manipulations extérieures et les vulnérabilités internes. Le 16 août a marqué un tournant majeur dans l'histoire du Burkina Faso. Mais l'impact véritable de cet événement s'est fait sentir bien au-delà de l'interception des camions. Le moment clé n'a pas seulement été la saisie des armes, mais la manière dont cet incident a redéfini la perception de la souveraineté nationale. En quelques heures, ce qui semblait être un simple coup de filet est devenu un révélateur systémique, un miroir qui a montré les failles et les vulnérabilités profondes du pays. L'État burkinabé n'avait pas seulement réagi à une menace immédiate, mais avait ouvert la porte à une compréhension plus large de la guerre invisible qui se joue dans la région. Au fil des jours, des révélations supplémentaires ont ébranlé la tranquillité du pays. Il est apparu que cette opération ne faisait pas simplement partie d'un trafic isolé, mais d'un réseau complexe et interconnecté avec des ramifications qui s'étendaient au-delà des frontières du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, loin d'être un simple acteur militaire, se trouve maintenant en position de redéfinir les priorités stratégiques du pays, de renforcer les mécanismes de contrôle interne et de préparer la nation à une résilience à long terme face à des menaces multiples et diversifiées. L'impact de l'interception des 57 camions, bien que d'abord perçu comme une victoire militaire isolée, a rapidement révélé des répercussions beaucoup plus vastes, touchant plusieurs sphères de la société burkinabé. Le premier cercle affecté a été l'État lui-même. En quelques jours, le gouvernement a dû ajuster ses priorités et sa stratégie. Les services de renseignement, les forces armées et les services douaniers ont été appelés à renforcer leur coordination et à mettre en place des mesures de contrôle plus strictes le long des frontières. Les leçons tirées de cette crise ont permis de restructurer certains protocoles de sécurité, mais ont aussi révélé une réalité inquiétante. Les failles dans le système de défense étaient plus profondes que ce que l'État était prêt à admettre. Le deuxième cercle touché a été l'économie nationale. Alors que certains investisseurs étrangers ont suspendu leurs engagements en raison de l'instabilité apparente, il y a eu un effet paradoxal sur l'économie locale. La peur immédiate a été suivie par une prise de conscience accrue, et les banques locales ont observé une augmentation des dépôts. La population, confrontée à une situation de crise, a cherché à sécuriser ses économies, mais a aussi montré une résilience surprenante. Cependant, cette résilience était fragile,
et l'incertitude quant à la stabilité future de l'économie demeure. Le troisième cercle concerne les citoyens. L'interception des camions a eu un impact psychologique important. Les habitants ont pris conscience de la vulnérabilité de leur pays, mais aussi de la capacité de l'État à agir efficacement face à des menaces concrètes. Les radios communautaires et les discussions de rue ont alimenté un sentiment partagé de vigilance accrue. Le pays a évolué d'un état de résignation à une prise de conscience collective. Cependant, cette prise de conscience ne s'est pas traduite par une adhésion totale à l'action de l'État. Une question persistait. L'État pouvait-il garantir la stabilité à long terme ou s'agissait-il simplement d'une réaction ponctuelle à une crise immédiate ? Enfin, la révélation la plus profonde a été celle qui a affecté la région. L'interception des camions a exposé un réseau transnational beaucoup plus vaste qu'initialement perçu. Cette prise de conscience a incité une coopération accrue entre les États du Sahel. Des réunions de coordination ont été organisées, des échanges de renseignements ont été renforcés et des patrouilles communes ont été mises en place pour sécuriser les frontières et empêcher de futures infiltrations. Mais cette coopération a aussi révélé les limites de la coopération internationale, notamment dans la gestion des ressources et des informations. Les conséquences réelles de l'interception des camions vont bien au-delà de ce simple événement. Elles ont redéfini la manière dont le Burkina Faso doit envisager la sécurité nationale, la coopération régionale et la résilience économique et sociale. Cette crise a servi de catalyseur pour des changements structurels, mais elle a aussi révélé les défis complexes que le pays devra relever dans les années à venir. À la suite de l'événement du 16 août, plusieurs scénarios sont possibles pour le futur immédiat du Burkina Faso. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des projections basées sur des tendances observées et des décisions clés à venir. Chaque option comporte ses propres risques et avantages, et la direction prise dépendra des choix stratégiques faits par le gouvernement, en particulier par Ibrahim Traoré. Le scénario de base repose sur une stabilisation prudente et vigilante. Le gouvernement met en œuvre une série de réformes sécuritaires visant à renforcer les contrôles aux frontières et à améliorer la coordination entre les différentes forces de l'ordre. Ces mesures sont accompagnées d'une surveillance accrue des mouvements financiers et d'un renforcement de la coopération régionale. Le Burkina Faso, dans ce cadre, pourrait stabiliser son territoire, mais à un coût élevé, notamment sur le plan économique. Les investissements étrangers pourraient revenir lentement, mais la situation économique resterait fragile, dépendant de l'évolution de la situation sécuritaire. Le scénario de base suppose une gestion de crise à long terme, dans laquelle le pays reste sous surveillance, mais évite une escalade majeure. Le scénario optimiste envisage une coopération renforcée entre les États du Sahel. En réponse à la crise, les pays voisins du Burkina Faso pourraient intensifier leur collaboration en matière de renseignement et de défense. Cette coopération, accompagnée de l'aide internationale, permettrait non seulement de contenir les menaces sécuritaires, mais aussi de favoriser un développement régional plus harmonieux. Dans ce cas, le Burkina Faso bénéficierait d'une relative stabilité avec des améliorations économiques tirées de la coopération régionale. Les réformes institutionnelles, lancées après l'incident du 16 août, donneraient des résultats tangibles, renforçant la légitimité d'Ibrahim Traoré et donnant au pays une place plus forte dans les discussions géopolitiques du Sahel. Le scénario du pire, quant à lui, anticipe une montée de la pression internationale combinée à une intensification de la guerre intérieure. L'économie serait frappée par de nouvelles restrictions, les acteurs politiques internes se diviseraient davantage et les groupes insurgés pourraient prendre de l'ampleur. Si la situation n'est pas maîtrisée rapidement, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une spirale de déstabilisation avec des ramifications à l'échelle régionale. L'isolement international du pays s'aggraverait et la crise interne risquerait de se traduire par des tensions sociales accrues et des révoltes populaires. Dans ce scénario, la capacité d'absorption de l'État serait mise à rude épreuve, et la question de sa survie politique se poserait de manière plus pressante. Ces trois scénarios ne sont pas des fins en soi, mais plutôt des possibilités qui découlent directement des décisions prises dans les mois à venir.
Le gouvernement burkinabé, avec Ibrahim Traoré à sa tête, devra naviguer prudemment entre ces options en pesant chaque décision avec soin. La clé de la réussite réside dans la capacité de l'État à équilibrer les exigences sécuritaires et économiques tout en renforçant la coopération régionale et internationale. L'impact de l'incident du 16 août ne s'est pas limité à la sphère politique et sécuritaire. Il a également eu des répercussions profondes sur la société burkinabé, déclenchant des vagues de réactions et d'analyses à travers tout le pays. La question centrale qui s'est posée aux citoyens était celle de leur propre sécurité et du rôle qu'ils pouvaient jouer dans la préservation de cette stabilité fragile. Cette crise, bien qu'éloignée des champs de bataille traditionnels, a en effet mis en lumière le lien étroit entre l'État et ses citoyens, une relation qui doit être renforcée pour assurer la résilience à long terme du pays. Les premières réactions des citoyens ont été marquées par une certaine inquiétude face à la situation. Dans les quartiers urbains, comme dans les zones rurales, les discussions étaient omniprésentes. Les gens se demandaient si l'État serait en mesure de maintenir un contrôle durable sur les menaces externes et internes. Des rassemblements ont eu lieu, principalement pour exprimer un soutien à l'action du gouvernement, mais aussi pour exiger des mesures concrètes pour renforcer la sécurité sur le terrain. Ce type de mobilisation populaire est devenu un élément clé dans la manière dont l'État répond aux crises, mais il a aussi révélé une inquiétude grandissante concernant la transparence et l'efficacité de la gestion de la situation. Les jeunes, en particulier, ont joué un rôle déterminant dans la prise de conscience collective. Dans les écoles et les universités, l'événement a été un catalyseur pour des discussions sur la souveraineté nationale, la sécurité collective et la responsabilité citoyenne. Beaucoup ont exprimé le désir de voir l'État renforcer non seulement ses capacités de défense, mais aussi sa communication, afin d'impliquer davantage la population dans la gestion de ces crises. Ainsi, l'un des grands enseignements de cette crise est qu'une nation ne se construit pas seulement sur des décisions prises au sommet, mais aussi sur l'engagement de ses citoyens à participer activement à la préservation de la paix et de la stabilité. Suite à l'incident du 16 août 2025, le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif dans sa gestion de la crise et dans sa stratégie à long terme pour renforcer sa résilience face aux menaces internes et externes. Le gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a mis en place une série de mesures concrètes pour prévenir de futures crises similaires et pour solidifier le système de sécurité du pays. Ces mesures se concentrent sur 3 axes principaux: la sécurisation des frontières, la coopération régionale renforcée et l'implication citoyenne. Le premier axe consiste à renforcer les contrôles aux frontières. Des patrouilles mixtes, combinant forces armées et douanières, seront déployées sur les points stratégiques afin de détecter et intercepter plus efficacement tout mouvement illégal à travers les frontières. Une surveillance continue et des technologies de renseignement avancées seront utilisées pour améliorer la détection des menaces et minimiser les risques d'infiltration. Le second axe porte sur la coopération régionale et internationale. Le Burkina Faso, en collaboration avec ses voisins du Sahel, prévoit d'intensifier l'échange de renseignements et la mise en place de patrouilles sécuritaires communes, des exercices militaires passants conjoints et des réunions de coordination régulières seront organisées pour assurer une réponse rapide et coordonnée face aux crises de sécurité. Cette coopération vise à renforcer la position du Burkina Faso dans le Sahel et à créer une dynamique de défense collective plus robuste. Enfin, le troisième axe met l'accent sur l'implication des citoyens. Des campagnes de sensibilisation seront menées pour encourager la participation active de la population dans la lutte contre les menaces internes, notamment par le biais de programmes de signalement anonyme des activités suspectes et de la promotion de l'intégrité au sein des institutions. Le succès de cette stratégie dépendra de la collaboration entre l'État et la société civile, permettant ainsi de créer un environnement plus sûr et plus cohérent. L'incident du 16 août 2025 a été bien plus qu'un simple événement militaire. Il a agi comme un catalyseur pour une prise de conscience collective du peuple burkinabé. Ce moment suspendu, où l'État a montré sa capacité à réagir rapidement et efficacement, rappelle que la souveraineté n'est pas un acquis permanent, mais un bien précieux qui doit être constamment protégé.
Le capitaine Moussa Kaboré, en prenant la décision cruciale d'arrêter les camions, a incarné ce courage qui, bien qu'individuel, s'est transformé en un symbole national de vigilance et de résilience. Cette crise a révélé une vérité fondamentale. L'unité du pays et la sécurité de ses citoyens ne reposent pas uniquement sur les actions de l'État, mais sur l'engagement et la coopération de chaque membre de la société. Ibrahim Traoré, en dirigeant les réponses politiques et sécuritaires, a montré qu'un leadership éclairé et pragmatique pouvait transformer une crise en opportunité de renouveau. Cependant, cette opportunité ne pourra être pleinement saisie que si tous, citoyens et institutions, unissent leurs efforts pour assurer une stabilité à long terme. La vigilance collective devient ainsi la clé de la souveraineté durable. Ce que l'on a appris le 16 août, c'est que chaque acte, chaque décision, aussi modeste soit-elle, peut faire basculer le destin d'une nation. L'incident du 16 août a bouleversé le Burkina Faso, mais il a également ouvert la voie à une réflexion plus profonde sur l'avenir du pays et de la région. Il est désormais essentiel que chaque Burkinabé, qu'il soit citoyen ou acteur institutionnel, prenne conscience de son rôle dans la préservation de la stabilité nationale. L'État, tout en renforçant ses mécanismes de sécurité, doit aussi continuer à engager ses citoyens dans une dynamique de coopération et de vigilance active. Il est temps de bâtir un avenir où chaque action individuelle contribue à une vision collective de la souveraineté. Ibrahim Traoré, en tant que leader, a la responsabilité de maintenir l'équilibre entre sécurité, développement et participation citoyenne. Mais cette mission ne pourra se réaliser sans un dialogue constant avec la société, en écoutant et en agissant en conséquence. La véritable force d'une nation réside dans sa capacité à se relever ensemble face à l'adversité. Le Burkina Faso a un choix à faire, celui de transformer cette crise en une opportunité d'unité et de résilience. Chacun d'entre nous, aujourd'hui plus que jamais, a un rôle à jouer.